Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire sur la planification de votre retraite. À quoi faut-il penser pour prendre les bonnes décisions? Je me présente, mon nom est Christophe Tribolet, je suis responsable de la clientèle privilège au sein de Retraite Populaire. Mon rôle est d'aider les personnes à bien vivre leur retraite en intervenant à leur côté le plus tôt possible, tout en respectant le rythme de chacun. Durant cette demi-heure, j'accompagne notre spécialiste Marie-France Barbet, responsable de la planification financière. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Avant d'aborder le sujet du jour, je souhaite vous présenter très brièvement Retraite Populaire. Retraite Populaire est une institution de droit public ayant la personnalité morale qui pratique toutes les formes de l'assurance sur la vie, deuxième et troisième pilier, depuis 116 ans. Son activité est fondée sur le principe de la mutualité, sous le contrôle et avec la garantie de l'État, attachée à nos valeurs qui sont l'efficience, la fiabilité, la proximité et la responsabilité. Il nous tient particulièrement à cœur de vous conseiller de manière neutre. Nous ne sommes pas rémunérés au volume d'affaires. Je vous propose que nous entrions maintenant dans le vif du sujet. En effet, j'ai quelques interrogations par rapport à la planification financière et plus particulièrement sur la préparation de la retraite que je vais partager avec vous. Marie-France, quelles sont les étapes types que nous prévoyons de partager avant et durant la retraite? Et j'espère que tu aborderas cette fameuse question, capital ou rente? Ah, la fameuse question, celle effectivement que beaucoup de personnes se posent. Alors, par rapport aux différentes étapes, tout d'abord d'ailleurs, merci Christophe pour ces questions. Ces besoins de retraite, ces étapes de retraite, on va pouvoir les diviser vraiment en différentes étapes. Tout d'abord, la première, la plus importante à ne pas négliger, c'est la préparation de la retraite. Idéalement, de le faire à partir de 50 ans. Ensuite, en fonction des souhaits de chacun, on aura peut-être la possibilité de prendre une pré-retraite ou une retraite anticipée qui va intervenir entre 58 et 65 ans. La troisième phase, c'est les premières années de la retraite, c'est la période où on a envie de maximiser vraiment ses revenus. On est en pleine forme, tout va bien, on a plein de projets de voyage, on a certains loisirs. On aura peut-être besoin d'un petit budget supplémentaire, d'un petit revenu supplémentaire pour couvrir cette phase-là. Pendant la phase suivante, où là, on aura probablement un peu moins de besoins. On aimerait juste que notre budget couvre vraiment nos besoins réguliers, sans forcément d'extra, si vous passez un petit peu l'expression. Après, on a les deux phases suivantes. On n'a pas trop envie d'y penser, mais je dirais qu'il ne faudrait pas les négliger quand même. C'est finalement, est-ce que je vais pouvoir rester chez moi le plus longtemps possible, cette fameuse dépendance. Est-ce que j'ai des solutions pour améliorer mon logement, pour justement pouvoir y rester. Et puis, si finalement je dois rentrer en EMS, est-ce que j'aurai les moyens de financer? Que va-t-il se passer aussi avec ma fortune? Et puis, je dirais un aspect qu'il ne faudra pas négliger non plus dans toute cette préparation, c'est de penser à la transmission de son patrimoine, la succession. Et puis, on va voir ces différents points, on va passer en revue ces différentes phases. Donc, je vais commencer par la première, donc la préparation. C'est vraiment important de faire un point de situation sur sa prévoyance. Alors, la première des choses, effectivement, c'est de savoir comment vous êtes assuré par votre caisse de pension. Qu'est-ce qu'elle prévoit dans son règlement, que ce soit en termes de retraite, bien sûr, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi pour tout le côté décès, invalidité. Il y a peut-être la question du concubinage. Est-ce que finalement, ce concubinage est reconnu par ma caisse de pension? Est-ce que je dois l'annoncer? Il faut vraiment contrôler le règlement. Et chaque fois, bien sûr, pour changer de caisse de pension. Et la fameuse question maintenant que Christophe posait, ce fameux choix de retraite, est-ce que je prends la rente, le capital, une combinaison des deux? Connaître aussi les conditions de retraite aussi anticipées. Est-ce qu'il y a un pont AVS qui est prévu ou pas? Est-ce que j'ai un moyen de financer un ou pas? Et puis de ressortir tous les éléments aussi d'épargne par rapport à votre prévoyance individuelle, votre situation immobilière, si vous êtes propriétaire, les conditions d'amortissement. Et puis bien sûr, en fonction de la situation familiale maintenant, mais à la retraite aussi, vous aurez peut-être encore des enfants à charge. Ce sera de prendre les mesures pour améliorer la situation, par exemple par des rachats d'années de cotisation dans le deuxième pilier, dans la caisse de pension, ou améliorer votre épargne par la constitution ou l'amélioration de votre troisième pilier.
Et surtout, ne pas négliger tous ces aspects décès, invalidité. Est-ce que les revenus seront suffisants s'il devait m'arriver quelque chose pour que vos proches, finalement, puissent avoir les reins solides aussi financièrement s'il arrivait quoi que ce soit. Bien, passons maintenant à la phase 2, la pré-retraite ou retraite anticipée. Cette période s'entend avant l'âge terme AVS. Faut-il anticiper la rente AVS? Alors ça va dépendre de différents paramètres. Donc, certaines caisses de pension, elles offrent ou elles proposent de financer ce qu'on appelle une rente-pont. Donc, c'est un petit revenu complémentaire qui va te permettre finalement de faire le joint entre ta pré-retraite, ta retraite anticipée et l'âge de référence AVS qui est aujourd'hui donc 65 ans. Tu as peut-être de l'épargne ou tu as peut-être constitué un troisième pilier qui va te permettre aussi d'avoir une réserve pour combler les revenus sur cette période-là. Si malheureusement tu n'as pas de rente-pont, tu n'as pas suffisamment d'épargne, tu as la possibilité d'anticiper ta rente AVS, mais c'est maximum 2 ans. Tu ne peux pas l'anticiper avant 63 ans, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'une anticipation de la rente AVS, elle a un impact relativement important. Ta rente, elle va être réduite de 13,6% à vie, pas seulement sur les 2 ans d'anticipation, mais vraiment à vie. Donc un exemple, aujourd'hui la rente maximale complète, c'est 2450 francs par mois à 65 ans. Tu l'anticipes de 2 ans, elle passe à 2117 francs par mois. Elle ne va pas remonter après ces 2 ans d'anticipation. Elle va rester à ce niveau-là, à part bien sûr les indexations. Bien compris. Si je prenais une partie en capital, quel serait l'impact? Pour le deuxième pilier, est-ce que je prends la rente ou le capital, voire une combinaison des deux? On y vient à ta fameuse question. Alors, il y a malheureusement, je vais devoir te dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Le choix, il va vraiment dépendre de ta situation de revenu dans son ensemble, la situation familiale, la situation patrimoniale, des besoins de chacun, des besoins individuels. Alors, l'avantage, tu peux faire une planification financière, puis là, tu as différents scénarios. Par exemple, le scénario rente, le scénario capital, le scénario combinaison des deux, avec les incidences fiscales d'un choix ou de l'autre aussi, et toujours bien sûr en tenant compte des besoins de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des caisses de pension, elles offrent la possibilité de retirer la totalité du capital. Donc le choix, il peut être cornélien quelque part. D'autres, elles vont limiter ce choix aux 50 ou aux 25% du capital. Là, c'est aussi important de se renseigner auprès de la caisse de pension. Quel est le règlement? Quelles sont les conditions? Quels sont les délais que je dois donner à ma caisse de pension si je veux prendre du capital pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu choisis plutôt le capital, ce sera peut-être plus dans une notion de vouloir préserver du patrimoine pour tes héritiers. Si tu prends la rente, simplification du budget, pas de souci de gestion, tu as un revenu sécurisé qui tombe régulièrement. Merci. Puis-je encore cotiser à la prévoyance individuelle liée? Comment planifier les échéances de mes assurances vie sous forme de capitaux? Alors, si tu es dans cette phase de pré-retraite, non, tu ne pourras plus continuer à cotiser sur ton troisième pilier, que ce soit compte ou police d'assurance en troisième pilier A. Tu devras cesser de l'alimenter. En revanche, tu as la possibilité de demander le versement de tes prestations, alors au plus tôt 5 ans avant l'âge ordinaire, avant l'âge de référence de l'AVS, ça veut dire au plus tôt à 60 ans, au plus tard à l'âge de 65 ans. Tu as 5 ans pour toucher ces prestations. Ça peut donc valoir la peine, effectivement, de disposer d'un capital pour financer ta retraite anticipée qu'on a évoquée juste avant. Pour la planification du remboursement de ces capitaux, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les capitaux de la prévoyance que tu encaisses sont soumis à un impôt sur le revenu, mais séparés des autres revenus, à un taux réduit. Et tous les capitaux encaissés la même année sont cumulés pour déterminer le taux d'imposition. Et plus le capital est élevé, plus le taux sera élevé aussi. Donc là, c'est toujours très intéressant de planifier le mieux possible ces remboursements de capitaux, que ce soit tes troisième pilier A, que ce soit ton éventuel capital de caisse de pension, pour essayer de réduire un petit peu cette charge fiscale. Et puis, je rajouterais que si tu es marié, il y a le cumul des revenus au sein du couple. Donc, tous ces capitaux encaissés au sein du couple sont pris en considération pour déterminer le taux. Donc, cette planification, il faut qu'elle soit faite au sein du couple. D'accord. Quel est le coût des cotisations AVS?
Et c'est quoi cette combine qu'ils ont inventé de transformer du revenu en capital pour augmenter les cotisations? Oui, alors je vais t'expliquer tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que si tu prends une retraite anticipée, bah, tu n'as plus de revenus sur lequel tu payes des cotisations. Donc, tu dois quand même cotiser à l'AVS jusqu'à 65 ans, jusqu'au bout, à moins que tu sois marié et que ton conjoint poursuive son activité lucrative, paye des cotisations à l'AVS. Dans ce cas-là, alors tu peux être dispensé. Si tu dois être amené à payer des cotisations à l'AVS, vu que tu n'as plus de revenus, elle va prendre une autre forme de calcul. Alors, elle va tenir compte de ton éventuelle rente de pré-retraité, la rente que ta caisse de pension te verse, qu'elle va transformer en fortune avec ce fameux, avec cette conversion, on va dire, de ce multiplicateur plutôt de 20. Donc, elle convertit tes rentes en fortune. On va rajouter la fortune fiscale également, ce qui va déterminer le niveau de la cotisation. Alors, c'est un petit peu barbare ces explications. Je vais te donner un exemple concret. Ta caisse de pension te verse une rente de pré-retraite de 5 000 francs par mois, donc de 60 000 par année. Je multiplie cette rente par 20, donc 60 000 fois 20, ça me fait 1,2 million. On va partir du principe que tu as 300 000 francs de fortune fiscale, donc j'arrive à un total de 1,5 million. Et si je prends le barème des cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative, ça me fait une cotisation annuelle d'environ 3 000 francs que je vais devoir m'acquitter jusqu'à 65 ans. Et puis, alors, ce qui est bien, c'est que c'est déductible des impôts à ne pas négliger. Ça joue pour toi avec cette phase? Oui, oui, merci. Ok, super. Alors, je propose de passer à la troisième phase. Donc, c'est la fameuse phase des premières années de retraite, qu'elle soit vraiment le plus paisible, entre autres, d'accord? Cette période-là, on est souvent en pleine forme, on est jeune retraité, et puis on a probablement plein de projets de voyage, de loisirs, et on a envie de maximiser un petit peu les revenus, vraiment être actif pendant cette période de retraite. Mais ça peut représenter un certain coût aussi. Finalement, comment on peut utiliser au mieux cette épargne, ces capitaux de la prévoyance, pour se constituer un revenu supplémentaire, je ne sais pas, les 10, 12, 15 premières années de la retraite? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est à la retraite, on n'est plus dans une phase d'économie ou d'épargne. On est vraiment dans une phase de consommation. Donc, c'est comment utiliser finalement mon patrimoine mis de côté pendant les années actives pour combler au mieux mes revenus à la retraite. Alors, une fois que le revenu est équilibré, les dépenses courantes sont couvertes, tout est validé, là, il peut être intéressant d'utiliser une partie des capitaux de la prévoyance ou de l'épargne afin de se constituer ce revenu supplémentaire. Par exemple, vous pouvez opter pour une rente temporaire que vous allez constituer soit au moment de la retraite, justement au moment où vous avez encaissé des capitaux ou avec votre réserve d'épargne, ou alors vous pouvez commencer avant. Vous commencez par des versements à vous constituer ce revenu que vous déclencherez plus tard, au moment où vous aurez besoin de ce revenu, de maximiser ces revenus. Et puis, il y a encore une autre solution. Alors là, elle va s'adresser plutôt aux propriétaires. En fonction de vos revenus, en fonction de votre niveau d'endettement, c'est de créer une liquidité par ce biais-là. Alors, je vais vous mettre la slide explicative. Je prends un exemple. Vous avez un bien qui vaut 1 million. Là-dessus, vous avez encore une hypothèque de 400 000 francs, un prêt hypothécaire de 400 000 francs. Donc, vous avez déjà finalement amorti votre prêt de 600 000. Pour 400 000, selon les normes de retraite populaire, selon les critères de retraite populaire, on demande un revenu de 75 000 francs par année pour couvrir les charges. Ok, vous avez un revenu un peu plus élevé, vous pouvez vous permettre effectivement, compte tenu du niveau du prêt, d'augmenter ce prêt hypothécaire justement pour créer la liquidité. On va partir du principe qu'on vous prête 200 000 francs supplémentaires. Donc, vous avez 600 000 francs de dette dans ce cas-là, d'accord? Et pour 600 000 francs de dette, selon les critères de retraite populaire, on demande un revenu annuel de 100 000 francs. Et bien, si le revenu tient la route, on s'est créé une liquidité qui pourra permettre effectivement de maximiser les revenus sur les premières années de retraite, ou on le verra après pour l'étape de la dépendance ou de l'EMS, pour justement créer aussi peut-être un revenu supplémentaire. Pardon. Passons donc à la phase 4, la retraite paisible. Après la phase d'euphorie du jeune retraité hyperactif, vient parfois l'envie de baisser le rythme, réduire la voilure. Ainsi, nous acceptons de dissocier les phases avec des budgets adaptés.
il y a généralement plus de dépenses durant les 5-10 premières années pour les voyages, les loisirs, comme on vient de le voir avec la phase 3, puis un repli sur les dépenses courantes, les besoins et les envies diminuant. Mais il est important que les dépenses courantes soient couvertes par les revenus réguliers tels que l'AVS, la caisse de pension, etc. Parfois, un phénomène de capitalisation est à nouveau apparu et la gestion des liquidités peut se faire avec une approche très sécuritaire. Il est recommandé à ce moment-là de faire un point de situation et d'éventuellement se fixer de nouveaux buts et objectifs. Toute notre vie active, nous avons fonctionné comme cela, non? Et bien entendu, laissez la part pour redimensionner les projets à mesure des étapes de vie, des aléas et des bonnes surprises. Très clair. Merci Christophe. Alors je passe à la phase dépendance, la phase suivante. Je pense que tout le monde aimerait rester chez soi le plus longtemps possible. Selon une enquête qui a été réalisée pour Retraite Populaire, ce qu'il faut savoir, c'est que les seniors, ils souhaitent vraiment préserver leur qualité de vie et vieillir à domicile. Pour préserver une qualité de vie, il y aura peut-être lieu de rationaliser, sécuriser son lieu de vie, trouver un nouveau sens à sa vie tout en restant en contact avec le monde extérieur. Parfois, on aimerait pouvoir avoir accès à des soins médicaux proches de chez soi, des soins alternatifs aussi. Tout ceci peut avoir aussi un coût et c'est bien de le planifier en amont au moment de la préparation de la retraite finalement. Vous aurez peut-être envie, un exemple, de créer une douche italienne à la place de la baignoire, avoir une salle de bain plus facilement abordable, quelque part qu'elle soit plus pratique. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vraiment de prévoir au moment des décisions de retraite un petit budget pour ces éventuels travaux ou un revenu complémentaire pour pouvoir subvenir au repas à domicile aussi, ce genre de choses. Donc en fait, soit vous avez ce petit budget, cette épargne quelque part, ou de nouveau, je reviens sur l'augmentation du prêt hypothécaire, peut-être créer des liquidités par le prêt hypothécaire, de nouveau, si vous êtes propriétaire, en fonction du niveau d'endettement, en fonction de vos revenus, pour justement toujours dégager des revenus complémentaires. Ensuite vient la phase 6, l'entrée en appartement évolutif ou EMS. Je souhaite en couvrir les coûts, par exemple en provisionnant un montant pour dégager un revenu supplémentaire, un dernier investissement en viager avec ou sans restitution du capital en cas de décès. Avec le système viager, je m'assure un revenu garanti à vie, quelle que soit mon espérance de vie. Si je souhaite pouvoir laisser du capital à mes héritiers, j'opterai plutôt pour une solution avec la restitution du capital. Si en revanche, je souhaite obtenir le revenu maximum possible, je choisirai plutôt une solution sans restitution. Dans ce cas, la rente en serait augmentée. Idéalement, ce revenu complémentaire devrait être constitué au moment des décisions de retraite. Vous effectuez un versement sur une solution de rente viagère, rente que vous déclenchez lorsque le besoin est là. Ou alors, vous pouvez tout à fait constituer ce revenu complémentaire au moyen de votre épargne encore disponible le moment venu. Vous posez certainement la question de savoir ce qu'il adviendra de votre patrimoine. Est-ce que l'État va tout prendre si je devais entrer en EMS? Puis-je déjà ou encore effectuer une donation du vivant? Lorsque les revenus ainsi qu'une part de la fortune sont insuffisants pour couvrir le coût de l'EMS, vous pouvez faire appel aux prestations complémentaires. Si vous avez plus de 100 000 francs de fortune pour une personne seule ou 200 000 pour un couple, vous n'aurez pas accès aux prestations complémentaires. Il y aura lieu d'abord d'utiliser votre fortune. Vous vous dites peut-être qu'il est préférable d'effectuer des donations avant. Alors oui, peut-être, mais il faut savoir que lorsque le service des prestations complémentaires va déterminer leur décision d'octroi, ils vont tenir compte d'une fortune dessaisie, par exemple de donations faites auparavant. Il faut donc faire très attention avant de distribuer votre patrimoine au risque que les donataires doivent participer au coût de l'EMS. Il s'agit de bien planifier tout ceci. Clairement, effectivement, il faut faire attention à ça aussi.
Et puis, une autre chose, effectivement, il ne faut pas oublier, je l'ai évoqué en introduction, hein, c'est vraiment le côté successoral, la transmission de votre patrimoine, se poser des questions, finalement, comment il va être transmis, à qui va être transmis et ce que je peux faire. Alors, pardon, je vais retrouver la bonne slide, excusez-moi. Voilà, quelques pistes, hein, par exemple, est-ce que je décide d'attribuer la totalité des acquêts, c'est ce qu'on appelle les bénéfices du mariage, au conjoint survivant? Est-ce que je décide d'attribuer l'usufruit sur le patrimoine immobilier, hein, la jouissance exclusive de ce patrimoine immobilier? Vous êtes peut-être dans la situation de famille recomposée, hein, c'est de se poser les bonnes questions. À qui va revenir mon patrimoine? Envisagez peut-être un pacte successoral. Vous souhaitiez faire un testament manuscrit ou aller auprès d'un notaire, c'est égal, mais posez-vous vraiment la question, est-ce que vous avez pris vos dispositions par rapport à votre succession? Et puis on vient d'évoquer les donations. Est-ce que je veux faire des donations de mon vivant? Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais régler un petit peu avant? Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ce qu'il faut retenir, prenez conscience des éléments financiers liés à votre retraite le plus tôt possible. Apprenez à faire une lecture juste de votre certificat de prévoyance. Envisagez de combler les lacunes pour équilibrer vos revenus à la retraite sur la base d'un budget. Rêvez à votre retraite idéale, activités, voyages, loisirs, hobbies, et donnez-vous les moyens de vivre cette prochaine étape de vie. Envisagez des scénarios selon 4 phases distinctes avec une durée temporelle pour chaque phase, selon ce que vous ressentez de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a juste des conséquences. Comment peut-on vous aider à prendre les meilleures décisions et de construire ces différentes phases avec vous? Alors, bonne question, effectivement, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une retraite, une décision de retraite, elle est définitive. Si finalement on l'a mal planifiée, elle peut coûter vraiment très cher. Il faut savoir, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et Retraite Populaire peut vous proposer l'établissement d'une planification financière pour vraiment prendre ses meilleures décisions en ce qui concerne votre prévoyance, votre patrimoine dans sa globalité, donc y compris votre logement en propriété. Elle permet notamment de déterminer le meilleur moment pour prendre sa retraite. La fameuse forme des prestations de retraite, hein, Christophe, la question que tu te posais, est-ce que je prends la rente, le capital, la combinaison des deux? D'avoir une vue d'ensemble des revenus, du budget, l'analyse de la tenue des charges, la dette hypothécaire. Hein. Est-ce que je peux toujours me permettre d'avoir un certain niveau d'endettement? Est-ce que je peux créer de la liquidité sur ma dette hypothécaire, sur mon bien immobilier, etc. Hein. Puis bien sûr, tous ces aspects aussi de transmission de patrimoine qu'on a également évoqués, et l'optimisation fiscale qui est toujours très importante. Le principe, en fait, on détermine les besoins, hein, on va établir un mandat de conseil. Ensuite, on va établir vraiment cette planification financière avec différents scénarios et on va vraiment prendre le temps de vous la restituer, de prendre du temps avec vous pour vous expliquer le résultat de cette planification financière, les mesures que vous pouvez prendre, que vous pouvez mettre en œuvre. Et puis bien sûr, la situation, qu'elle soit privée ou professionnelle, elle peut changer. Donc on va adapter le cas échéant, on va refaire un point de situation en fonction de ces évolutions de votre vie professionnelle ou privée pour adapter la planification. Merci beaucoup Marie-France pour toutes ces explications. Nous organisons des ateliers gratuits destinés aux personnes de plus de 50 ans. L'occasion de mieux appréhender les aspects financiers liés à la retraite. N'hésitez pas à vous inscrire soit via le QR code qui apparaît à l'écran, soit via le site internet de Retraite Populaire. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à participer aux prochains webinaires que nous organisons régulièrement. Merci à toutes et à tous de votre participation. C'était vraiment très sympa pour nous de pouvoir participer. Merci à toi, Christophe, de cette première participation ensemble. Hein. Et puis, j'ai apporté aussi un remerciement tout particulier à Lucille Monès, qui est dans l'ombre, mais qui, enfin, je dirais sans elle, hein, ces webinaires n'auraient pas lieu parce qu'elle fait un énorme travail à côté.
Alors, pour rien vous cacher, là, à côté de moi en ce moment, elle est là sur ma gauche, elle veille au grain, on va dire. Donc, merci Lucille pour tout ce travail, pour tout ce que tu fais pour ces webinaires, parce que sans toi, nos webinaires n'existeraient pas. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne journée, bon appétit et à bientôt. Bonne journée, au revoir.